Enfin, une Zénith El Primero A384 sur la chaîne. Ça aurait pu être la version vintage, la toute première sortie en 69. C'est pas mal. On a Camille qui vient nous raconter son histoire avec laquelle, eh bien, la A384 Revival. Les amis, on va se régaler. J'ai concocté 4 alternatives avec les blockbusters, des chronographes sport. On va se régaler. Ça va être une bataille magnifique pour élire le plus gros chronographe. Mais attention, on démarre avec cette Zénith Métique. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Camille. Salut Xavier. Ça va? Comment ça va? Bah ouais, ouais, toi? T'as pas trop de pression là? Eh ben, on va voir. Une Zénith El Primero, une tuerie avec son boîtier ni rond ni carré, magnifique. La toute première version Revival rééditée. Franchement, on a des photos de fou. On a même des vidéos. Le gars, il est fort quand même. Hein. Il est d'où, Camille? Eh ben, il est de Nantes. Il est de Nantes. Hein. On voit bien qu'avec ses vidéos, il aurait voulu passer sur le canapé, mais pour cela, il faut être à Paris. Les amis, regardez, on commence par une superbe photo, un peu en diagonale. Alors, tu l'as acheté quand, à quelle occasion et pourquoi? Alors, cette Zénith, en fait, elle m'a pas fait forcément de l'œil la première fois que je l'ai vue. Ouais, Dans des magazines, en fait, à sa sortie en 2019. ouais. Je trouvais ça, voilà, sympa, mais sans plus, pas d'accroche particulière. Et je l'ai découverte en fait en allant voir des AD dans des capitales. Je l'ai vu en vitrine et ça a vraiment été un petit coup de cœur, quoi. Un petit crush. C'est vrai que j'ai vraiment apprécié et du coup, elle m'est restée en tête pendant un petit moment. Mais c'était un chrono que tu cherchais? C'était un chrono que je cherchais. Alors, enfin, je cherche sans chercher, moi. Vraiment, j'aime bien me tenir un peu au courant de ce qui se fait, de ce qui sort, voir les nouveautés. Chercher ou pas, je me dis que voilà, je me tiens au courant et puis régulièrement, je vais voir un peu ce qui se passe, ce qui se fait. Voilà. Et Bon, on a bien compris, les amis, avec cette belle photo du fond de boîte qui est ouvert, hein, 1969-2019. Et oui, c'est une réédition pour le 50e anniversaire. Comment ça s'est fait que tu cherches sans chercher et que tu as jeté ton dévolu sur celle-ci? Eh ben, le fait de chercher sans chercher, c'est vrai que moi j'ai besoin de m'alimenter de ça, d'avoir un peu cette culture un peu de l'horlogerie, de ce qui se fait. Ouais. Voilà, moi je suis toujours en veille sur ces sujets-là. Je cherchais un beau chrono pour une double occasion, Ouais. en fait, parce que j'ai eu 30 ans récemment. Donc, c'était une des premières raisons. Et Bravo. la deuxième raison, merci. Et la deuxième raison, pas des moindres, c'est que je suis récemment devenu papa. Ah, c'est Et cool ça. je voulais me faire Bravo. plaisir pour cette Bravo. occasion-là. Ah ouais, merci. Ah ouais, en plus de l'entendre, les amis, il faut le dire, triple coup de trompette pour cette belle naissance. Un deuxième et un troisième. Petite fille, petit garçon? Une petite fille. Une Génial, petite fille, ouais. génial, Super. génial, génial. Bravo, bravo à toi. Les amis, la relève est prête pour me payer ma retraite puisque ça arrivera avant toi, mon cher Camille. Alors, Il y a des chances. tu l'as acheté chez un AD à Nantes? Non, je ne l'ai pas acheté chez un AD. Alors, il n'y a pas d'AD Zénith à Nantes, d'une part. Ah ouais? Et d'autre part, ouais, non, on ne trouve pas cette marque. Et d'autre part, j'ai trouvé en fait une belle occasion sur Chrono 24 que je feuillete assez régulièrement pour voir un peu les codes. Je m'amuse à taper des mots, des fois des mots-clés assez particuliers. Je sais pas, ça peut être des types de cadrans, des types de boîtiers, voilà, des choses qui sont pas forcément conventionnelles de rechercher sur un modèle, mais voilà, je trouve qu'on s'amuse bien sur Chrono 24, donc j'y passe Hmm. pas mal de temps et je suis tombé sur cette occasion-là qui m'a vraiment fait de l'œil et j'ai passé le pas, j'ai dit ce sera cette montre-là, quoi. Ouais, il y a un truc que je suis pas sûr d'avoir saisi au final, puisque tu l'as acheté sur Chrono 24, Ouais, ça aurait été une chance extraordinaire que le vendeur soit pas loin de chez toi. ouais. Il était où le vendeur? Le vendeur était allemand. Il était allemand. Donc tu l'as essayé quand cette montre? Et ben je l'ai essayé un an avant en fait.
Ouais. Je l'ai essayé un an avant à Madrid, en D'accord. me déplaçant chez un AD. J'étais allé voir c'était pour commander un bracelet acier pour une autre montre. Et j'ai vu celle-là dans la vitrine, j'ai dit, bah, je veux tester, je veux voir quoi. J'en ai essayé deux. Il y avait une A386 en or rose que je trouvais vraiment magnifique, mais Ouais. complètement hors budget. Ouais. Et cette Revival-là, donc, que j'ai vraiment adoré, quoi. Ça a été vraiment dingue, je trouvais, les reflets, le brossé. Il y Ouais. avait plein de choses qui me parlaient, quoi. Ouais. Sans me tromper, la 386, elle est ronde, celle-ci? Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Ok, donc tu étais plutôt sur un format de boîtier, on va dire, hybride? Ouais, c'est ça. Alors, ça aurait été soit la 86, soit celle-ci. Enfin, moi, c'est vrai que les El Primero, alors ça aurait été en 38, elles me plaisent beaucoup, beaucoup. Hmm. Je m'orientais vraiment là-dessus parce qu'il y a un côté un peu mythique de ce calibre-là, et puis toute l'histoire qui va avec Charles Vermeau et tout ça. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a plein de choses, plein de belles histoires autour de ce calibre-là. Et c'est vrai que ça me parle. Et je regardais aussi les modèles un peu plus classiques, là, les trois couleurs. Oui. Il y a un modèle qui est très très sympa aussi qui est sorti celui de la manufacture avec les trois cadrans d'un bleu différent, qui me plaisait vraiment beaucoup Ouais. aussi. Ouais. Et finalement, j'ai jeté mon dévolu sur celle-là. J'avais pas de panda dans ma collection, donc c'était vraiment l'occasion et je la trouve vraiment très très chouette. Ok. Très très chouette. Ok. Ouais. Combien ça valait neuf à l'époque, donc il y a 3 ans, hein, quand elle est sortie, Ouais. puisqu'on est en Euh, 2022 et elle est sortie pour l'anniversaire, les 50 ans en 2019. Elle était à combien neuve? Et ben, il y avait deux options. Il y avait avec ou sans le bracelet Ouais. échelle. Ouais. Alors, je me dis, quitte à la prendre, me connaissant, si je l'avais acheté sans le bracelet, je me serais mis à en chercher un 10 minutes après de l'avoir en main. Hmm. Donc, je l'ai pris avec. Et avec le bracelet Guerre on est à 8003. Ça, c'était le prix neuf. Ouais, Ok. Et tu l'as acheté ouais. combien sur Chrono 24? Alors, sur Chrono 24, en fait, j'ai trouvé une occasion. Donc, elle est d'occasion, mais jamais portée. Ouais. Ah! Donc d'occasion neuve. Alors c'est assez curieux, mais effectivement, je confirme que elle avait vraiment aucune micro-rayure. Ouais. Et en prime, elle avait non seulement le bracelet acier, mais en plus le bracelet en cuir avec la boucle d'origine. Très bien. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ouais. Et je l'ai touché à un peu plus de 5000. Waouh, la vache, c'est dévastateur, les amis. C'est-à-dire que donc un modèle neuf en 2019, 8003, Zénith et le Primero, c'est quand même pas le modèle le moins connu, le moins réputé, tout ce que vous voulez, etc., etc. Et là, tu l'achètes plus de 3000 balles sous le marché, en os, hein, New All Stock. Ouais, exactement. Ça pique très très fort, hein, et j'ai bien peur que à l'époque où tu l'as acheté, elle existait encore neuve chez des AD à 8003. Ouais, 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 complètement. Ouais. Alors à ça, en fait, il y a trois choses qui se croisent. C'est que déjà, c'était un particulier, donc la garantie était un peu grignotée. Alors la garantie de 2 ans, mais elle était un peu grignotée, mais bon voilà, j'ai pu profiter quand même de ma part de la garantie et Ouais, il y a rien qui s'est passé, ouais, donc tout va bien. ouais. Donc il y a cet aspect-là. Il y a le fait que, eh ben, on va pas se mentir, Zénith en seconde main, c'est vrai qu'il y a une cote qui baisse quand même un peu. Hum. Il y a cet aspect-là. Il y a pas cet aspect qu'on peut voir chez certaines marques où l'occasion se vend plus cher. Enfin, il n'y a pas de liste d'attente, etc. Donc, il y a Ouais, cet aspect-là. ouais, Et puis, il y a le fait aussi que ben, moi, je suis toujours en veille et j'aime bien détecter un peu les anomalies de marché sur Chrono 24. donc, On en voit quand même pas mal. ouais, On en voit pas mal. Et c'est quand même assez intéressant. Il y a des modèles. Moi, ça me permet d'apprendre à connaître des modèles dont je soupçonnais pas l'existence ni l'intérêt. Et c'est vraiment pas mal de voir et de s'amuser à regarder un petit peu tout ça. Et celle-là, vraiment, elle matchait sur tous les points. Donc, je ouais, suis passé à l'achat, quoi. ouais. Sans indiscrétion, donc là, tu as mis 5000 € dans une montre chronographe. Oui. C'était ton budget, ou alors ton budget allait jusqu'à l'acheter neuve à 8003. Non, je pense pas que je serais allé jusqu'à ce budget-là pour l'instant. Après, c'est vrai que bah, c'est quand même une somme, mine de rien, donc faut avoir envie de les mettre aussi, quoi, hein. Donc, c'est vrai que j'étais même pas forcément parti sur ce budget-là à la base. J'étais peut-être parti sur un peu moins, mais bon, voilà. Enfin, les Ouais, budgets, c'est toujours compliqué
Ouais, se fixer un budget dans ce monde-là, quoi. ouais. Alors, j'ai une question pour toi, parce que tu as cité un terme qui est intéressant que j'aimerais creuser. Tu parles d'anomalie de marché. Ouais. Donc, ce que j'en ai compris, vous nous direz, les amis, en commentaire, participez à cette discussion, bien évidemment, hein. Anomalie de marché, c'est en fait des montres superbes qui sont pas chères. C'est ça ton point de vue? Ouais, c'est ça, c'est un prix qui est un peu, entre guillemets, qui est un peu déconnant par rapport à la valeur réelle Ouais, de ouais. la montre, quoi. Ok, donc toi, tu considères que ça y est, je suis chaud, les amis, là. Tu considères qu'une Zenith El Primero NOS, alors c'est un particulier, donc c'est vraiment pas le marché gris, hein, mais NOS à 5000 balles par rapport à un prix public à 8003, c'est une anomalie de marché. Moi, j'ai l'impression que l'anomalie de marché, c'est la petite dizaine, la petite quinzaine, vingtaine de modèles qui s'arrachent et que tout le monde veut et qui s'achètent au double du prix public en boutique. Elle est là, Ouais, l'anomalie de marché. Tu Alors, vois? ouais, effectivement. Alors moi, c'est vrai que je suis pas forcément, enfin, psychologiquement, j'aurais du mal à acheter une montre plus chère que sa valeur neuve. Enfin, vraiment, je fonctionne pas du tout comme ça. Après, c'est toujours ça, le marché, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. C'est ça, vraiment. Et finalement, bah, à partir du moment où l'offre est très élevée, les gens peuvent vendre au prix de ce que finalement le premier acheteur est prêt à mettre, quoi. Bah Et ouais. c'est ça, en fait, c'est ça qui fait vraiment Et, le fait que ça monte. Enfin, voilà, on a des modèles très sympas que j'apprécie beaucoup, mais que je regarde même pas parce que ça m'intéresse pas de rentrer dans ce jeu-là, quoi. ouais, mais enfin, tu comprends bien, ou tu ne peux être d'accord avec moi. Si le marché, c'est la superposition de l'offre et la demande, le vrai marché pour une GMT Master 2 au double de son prix, bah, il n'y a pas d'anomalie de marché parce que c'est le marché. Mm. Et donc, tu en déduirais ou tu en déduis que 3000 balles de moins sur une montre à 8000, c'est une anomalie de marché. Et en fait, on voit bien que chacun voit midi à sa porte là-dedans. Ouais, complètement. Hein. Complètement. Tu vois, et je pense quand même que euh, le fonctionnement général du marché est plutôt à avoir des produits qui sont moins chers sur les réseaux secondaires et moins chers sur le marché gris. Aujourd'hui, le marché Mm. gris, tout le monde en parle comme étant l'endroit où il faut aller chercher la montre que tout le monde veut pour avoir la même que son voisin et faire partie du club des Happy Few. C'est quelques dizaines de références sur plusieurs dizaines de milliers qui sont proposées. Voilà. Bon, ça change pas que toi, tu n'aurais pas mis 8000 balles, tu vois, donc parce que 8300, les amis, Camille, tu sais comme moi que 8300, c'est à quelques dizaines d'euros près le prix public d'une Rolex Submariner date. Ouais, effectivement. Non, j'étais pas prêt Voilà. initialement à mettre ça. Ouais. Ouais, Faut t'étais se pas. lever quand même quelques matins Ouais, pour ouais, cracher ça. ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a séduit maintenant, si on parle un petit peu d'esthétique et de design, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce modèle? Tu as parlé du fait que tu n'avais pas de chrono Panda dans ta collection. Ouais, Ouais. effectivement. Elle est copieuse, ta collection? Elle est naissante? Non, 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 Non. j'ai quelques montres, Ouais. voilà, quelques montres qui font sens pour moi. Ça, c'est important. C'est que j'achète à des grands événements ou qui pour moi sont assez symboliques, quoi. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a plu alors dans cette Zénith El Primero? Eh ben, déjà, c'est son diamètre qui est quand même assez contenu, qui est un peu plus petit que ce que j'ai l'habitude de porter. Alors, enfin, j'ai pas des montres énormes, Ouais. mais ça va jusqu'au 42. Ouais. En général, je tourne autour du 40, 39. Et là, c'est vrai qu'on est à 37. Ouais. Donc, c'est petit. Ouais. C'est petit, mais elle a une sacrée présence au poignet. Mine de rien, de par sa carrure, de par l'alternance brossée polie Ouais. et le panda qui donne beaucoup de relief en fait finalement et c'est vrai que ça donne une sacrée présence. Je pense que j'ai pas testé enfin il y a plein d'éditions, elle est sortie en plein d'éditions de toutes les formes, de toutes les couleurs. J'ai pas testé la Shadow qui est toute noire. Je pense qu'elle est pareil beaucoup plus petite au poignet et elle porte bien ses 37. Mais Ouais. celle-ci par exemple à côté de ma Belen Ross, elle est pas ridicule Hum, quoi. hum. Clairement, elle fait pas petite Ouais. finalement. Ouais. Vous avez vu Donc les amis, Camille nous a préparé un visuel justement avec ces différentes déclinaisons. Bah, c'est clair que, alors moi j'y vois deux choses en fait dans ce modèle quand même, hein. C'est que c'est une réédition, donc un revival, mais qui est au format exact de l'époque, ouais, en 37 mm, là où c'est vrai que les marques sont plutôt à sortir des
des rééditions qui sont mises aux normes actuelles. Ouais. Ce que Hein. Zénith a fait Ouais, il y a 10 ans. ouais, Ils ont sorti, je crois que c'est pour les 40 ans, ouais. à vérifier. Ils ont sorti un type de revival, mais en format un peu plus grand. Ça doit être du 40 ou du 41 mm, du Ouais, 40, je mais crois. une A384 ou une Ouais, c'est ça. A386 ronde? 384. D'accord, ok, Donc vraiment avec le même format de boîtier, ok, etc. Les couleurs étaient un peu différentes, mais ok. et là vraiment, je trouve, on revient un peu plus à l'origine. Je la trouve plus équilibrée et c'est vrai que ben, elle évoque plein de choses. Le fait que ben on ait aussi le même mouvement depuis 50 ans, qui a alors il y a toute l'histoire qui va avec de la compétition avec Buren, Heuer et Breitling hein, sur l'automatique. Ouais, Mais il y a cet aspect-là, le fait que ben, ce soit le même mouvement qu'on ait gardé, qu'on ait un peu mis à jour, mais que finalement, en 50 ans, on n'a pas fait. Il y a eu plein de beaux mouvements, mais voilà, il est toujours largement dans la course. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, qu'on ait gardé les dimensions. Voilà, il y a juste un saphir et le fond transparent. hum, Mais à part ça, c'est vraiment le même type de, le même enfin, hum. les mêmes sensations. Et je me dis, si elle n'est pas démodée alors qu'elle existe depuis 50 ans, je pense que d'ici 50 ans, il n'y a pas de raison pour qu'elle le soit encore, quoi. Ouais, alors j'aimerais nuancer ce que tu dis, ce n'est que mon avis personnel, donc au final, Ouais, je m'en fous parce que moi je l'ai pas cette montre. Mais ouais, tu vois, c'est-à-dire que de 50 ans à 50 ans, j'achète ce que tu viens de dire. ouais. La réalité, c'est que de, euh, de 85 à 2010, personne n'en voulait des Zénith et le Primero. Hmm, C'est complètement has-been. Tu vois? Donc en fait, il y a des je hauts et des vois. bas dans l'horlogerie, et c'est ça qui est sympa, les amis, en tout cas, qui moi me motive, c'est d'essayer de regarder les choses en se disant, tiens, cette montre-là, elle est affreuse, sauf que c'était la plus belle des montres qui était sur le marché il y a 30 ans. Pour Ouais. vous chauffer, les amis, et là, énorme coup de trompette, je m'auto-congratule, les amis. Je ne chauffe pas les amis de Rolex, mais je chauffe les haters de Hublot. Hublot, au départ, c'était un modèle, c'était pas une marque. Hein. La marque, c'était MDM, montre des montres. Et ben, franchement, quand MDM a sorti le modèle Hublot, rond comme un Hublot, de bateau avec un bracelet comment dire, en élastane, en caoutchouc, ce que vous voulez, etc. Et ben, c'était une tuerie. C'était les montres super à la mode à l'époque. Et puis, c'est tombé en désuétude et ça a été relancé par notre ami Beaver, qui a fait un carton avec. Et puis aujourd'hui, ouais, c'est des montres de bourrin, c'est des trucs, etc. Je pense que c'est intéressant de se projeter sur la trajectoire du produit et pas simplement les sensations instantanées. Tu vois, parce que je vais te poser une question, Camille. Tu Ouais. as, 30 ans, je pense que dans les 10 années qui viennent, tu auras une relation probablement de haut et de bas avec ta Zénith et le Primero. À un moment, tu en auras ras la casquette du bracelet Gueffrère, alors qu'aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas s'il est fabriqué chez Gueffrère, puisque maintenant c'est intégré chez Rolex, hein, Ouais. mais peut-être que tu en auras ras la casquette, tu vois, tu n'en pourras C'est plus. possible. Alors qu'aujourd'hui, waouh, si t'as pas ton Gueffrère et tout ça, avec le cerf et tout, oh là, ça va pas. Hein. Alors tu vas me dire que j'en ai déjà eu marre parce que j'ai déjà changé le bracelet. En fait, moi, c'est un kiff que j'ai aussi, c'est que je change régulièrement les bracelets de mes montres. Ouais. Ça, c'est quelque chose. En fait, ça me plaît. Enfin, j'ai besoin de ça, quoi. Ah, mais ça c'est bien, Euh, c'est une bonne maladie ça. Toutes les ouais, c'est maladies sympa. sont bonnes dans l'horlogerie, mais celle de changer le bracelet, ça c'est vraiment sympa. Dis-moi, quel est le petit détail que tu préfères sur ce modèle? Eh ben, j'ai envie de te dire qu'il y a plein de détails, mais ce qui me plaît, c'est le retour un peu de cette aiguille lollipop carré, on appelle ça le lollipop carré ou seringue, qui est peut-être un peu plus actuel en ce moment Ouais, en termes de dénomination. Moi, j'aime bien cette aiguille-là, ouais. Ce retour un peu à l'ancienne, je dirais que c'est cette aiguille ou la calligraphie du El Primero, comme c'est écrit derrière, un peu, tu vois, en lettres calligraphiques, quoi. Ça, d'accord. on le retrouve pas sur toutes les Zéniths. Ouais. Et ça, c'était vraiment, enfin, je trouvais que c'était vraiment dommage sur les anciennes collections qu'ils aient supprimé ça parce que je trouve que ça lui donne vraiment un charme assez fou, quoi. Ouais, bah, ça montre bien que quand tu as la chance, hein, enfin la chance, il y a eu l'abnégation de Charles Vermeau, bien évidemment, pour faire que
toute la capacité à fabriquer un tel mouvement n'est pas été détruit. Après, quand je parlais de chance, c'était de dire quand tu es une marque et dans ton catalogue, tu as un des blockbusters du marché, un peu à l'image de la Speedmaster chez Omega ou de la Navitimer chez Breitling, bah Ouais, forcément, t'en fais des tonnes et des tonnes, parfois trop. oui, Bah, quand tu les déclines, tu vois bien que tu citais la réédition pour les 40 ans de 7 à 384, qui est plus grosse, ouais. qui est plus épaisse. Bah, on verra encore une fois dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, quelle sera celle qui est la plus judicieuse ou la plus intéressante pour les uns et les autres. Tu vois. Ouais, Euh, exactement. hein. Mais je partage hein, sur l'aspect marketing. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de déclinaisons chez beaucoup de maisons horlogères, beaucoup de déclinaisons et on peut s'y perdre sur l'identité, voilà. Des fois, c'est vrai que le simple, c'est bien aussi, quoi. Ouais. Est-ce que tu as vu, les amis, vous l'avez forcément vu, hein, Zénith a relancé en série limitée à 250 exemplaires sa Zénith Défi octogonale avec ce bracelet-là d'ailleurs, le Ouais, bracelet, enfin à l'époque de chez Gueffrer. ouais, Gueffrer, il est connu, faut pas délirer non plus, il est connu pour avoir été le fabricant de ce bracelet et du bracelet Oyster de Rolex. Des fabricants de bracelets, il y en a plein d'autres. Hein. ouais. Faut pas délirer, les amis. Hein. Des fournisseurs et des artisans en Suisse, il y en a eu des milliers, des centaines, des dizaines. Ils existent encore aujourd'hui, que ce soit pour les couronnes, pour les bracelets, pour les verres, pour les aiguilles, etc. etc. Donc Zenith a relancé cette Zenith Défi octogonale en série limitée et Ouais. pardon, non pas de relancer, mais de lancer une Zenith Défi en dodécagone à 12 côtés, Ouais, avec le mouvement El Primero à l'intérieur, alors que ce n'est pas un chrono. ouais, Tu l'as vu avec un cadran bleu là et ouais, effectivement. avec un cadran travaillé où on retrouve, me semble-t-il, l'étoile qui faisait le logo de Zénith il y a très très longtemps. C'est ça, l'étoile à quatre branches, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce modèle? Je suis vraiment partagé. Ouais, Alors, il y a des aspects que j'aime bien. Enfin, alors forcément, ça crée un peu au scandale sur l'aspect un peu Genta. Ça fait penser à la Royal Oak. C'est un peu les mêmes, les mêmes commentaires, les mêmes remarques qu'on avait pu avoir aussi avec Bell Ross quand ils ont sorti sa BR05. ouais, Moi, ça me dérange pas forcément. Ça me dérange pas forcément parce on retrouve quand même le style, un peu la patte de la défi. Aujourd'hui, la mode, c'est vraiment le bracelet intégré sur fond bleu. Enfin voilà, moi ça, je suis plutôt à l'aise avec ça. Le fait qu'il y ait un El Primero sans chrono, ça peut poser un peu question. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, sur toutes les déclinaisons. Voilà, on met en avant la richesse de Zenith, donc ça c'est plutôt bien. Après, voilà, c'est peut-être, je pose la question, hein. Est-ce que c'est pas un peu désacraliser entre guillemets quelque chose, ou bien est-ce que c'est une manière d'innover? Aujourd'hui, je me pose la question. ouais. Il y a autre chose qui me dérange un peu, qui me dérange plus ou moins sur cette montre, c'est que la petite trotteuse, en fait, elle fait un tour toutes les 10 secondes. Donc la petite trotteuse va très très vite. Ça envoie, hein, quand tu la vois tourner, c'est impressionnant. Par contre, du coup, on perd l'intérêt d'une trotteuse puisque bah, on ne sait pas dans quelle dizaine on est, quoi. On a en fait 6 tours de trotteuse, de la petite trotteuse Ah, et par tu seras minute. bien le premier, tu seras bien le premier qui nous dit qu'il fait quelque chose avec la trotteuse de sa montre quand même. Hein. Exactement, je partage. Et ça pose question finalement entre l'utilité Ouais, l'esthétisme. Mais ouais, c'est vrai, moi, ça me dérange pas si tu veux, parce que c'est assez spectaculaire de voir cette trotteuse qui tourne. Enfin, c'est hypersonique, quoi. Mais effectivement, je sais que, enfin, j'imagine que ça pourra en rebuter plus d'un, quoi. ouais, ouais. Clairement. Alors, j'ai pas spécialement réfléchi, je l'ai vu. Et ce qui m'a fait marrer, moi, c'est, bah, vous connaissez mon point de vue sur le sujet, les amis. Hein. Quand on n'a rien à dire sur une montre, on dit qu'elle ressemble à une autre. Je pense que je suis pas allé creuser, mais c'est un peu insultant et à pas faire honneur du patrimoine d'une marque que de se jeter dessus comme ça. Franchement, moi j'ai vraiment envie de dire que quand on regarde euh, cette, euh, cette Zénith-là, honnêtement, là avec le bracelet Gueffrère sur la tienne, clairement on voit bien qu'il y a une pompe qui tire le bracelet, mais il n'y aurait pas de pompe. On est sur une approche esthétique.
Ouais, Et en termes de look, de bracelet intégré, donc je vois pas trop le problème. je partage. Des chronos ou des montres en dodécagone, Glass Shooter en a fait dans les années 2000. Enfin, je veux dire, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis j'aurais envie de dire, si on regarde ce qu'a proposé Zenith ces dernières années, la Zenith défie le El Primero 21, et tu vois, au même moment où ils sortent la réédition de la Zenith Défi Octogone, Ouais, ils y mettent un calibre élite, c'est-à-dire leur calibre 3 aiguilles, hein, ouais, qu'ils ont sorti au début des années 2000, et derrière, ils préfèrent mettre leur El Primero à 5 Hz dans cette autre Zenith Défi. Moi, je trouve qu'ils osent. Et en ouais, fait, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que exactement. si t'oses, ça va pas. Si tu traites la vache en sortant, comme tu nous le montres là, je dis pas que c'est pas réussi, hein, mais des déclinaisons de toutes les couleurs, et je te fais la version bronze, et je te fais la Ouais, c'est ça. version cadran saumon, et je te fais la version en céramique, et je te fais la version en titane. On Sans a proposer de l'impression, nous nouveauté les finalement. clients, ouais, d'être pris pour des jambons. Ouais, Moi, j'y crois pas, ça. Moi, je pense qu'ils essayent, et puis parfois c'est réussi, parfois c'est moins réussi, et puis parfois, n'oublions pas, c'est conspué comme étant abominable, comme la Royal Oak en 72. voilà, exactement. Comme la Monaco, comme les modèles Et qui puis font là, aujourd'hui après, les ah, mais Shura. c'est génial, mais moi, je veux Magenta, je veux mon truc, je veux mon machin. Attends, Genta, il est pas mort dans l'oubli comme Mozart, etc. Mais ça, quand même, ça marchait pas à l'époque où il les faisait. Hein. Faut quand même voir les choses Exactement. en face. Comme Hein. les Daytona au passage. Alors, ça dépend de quelle version tu parles. Celle qui Les toutes s'appelait premières, Daytona ouais. ou les Rolex chronographes? Ouais, 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 c'est ça. C'est plus, enfin, quand je dis Ok. Daytona, c'est voilà, le chrono, vraiment l'ancêtre de la Daytona, ouais. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas discuter parce que tu Mais c'est ce qui comprends. fait que Ouais. l'histoire est intéressante, Ouais, et justement. je suis d'accord avec toi. Quel est l'adjectif, avant qu'on passe aux Euh, alternatives, quel est l'adjectif que tu apporterais à cette superbe réédition A384, cette belle montre que tu as depuis presque un an? ouais, et ben, je pense que je vais peut-être pas être très original. Je dirais qu'elle est emblématique. Ouais, tu m'as tenté avec ton truc, je vais pas être original, etc. Je pense qu'elle l'est quand même. Je pense qu'elle est emblématique, ouais. Enfin, déjà, c'est Zénith, mine de rien. Je trouve il y a plein d'innovations. Enfin, on t'en a parlé tout à l'heure, mais il y a plein de choses qui sont faites et je trouve que c'est une des marques les plus riches et les plus innovantes. Ouais, Avec les chronos au centième de seconde, enfin un chrono à 50 Hz, enfin, je trouve ça fou en mécanique, c'est ouais, vraiment dingue. Enfin voilà, c'est une marque qui a plein de choses qui a démontré plein de choses et qui est très très riche. Et puis c'est emblématique aussi d'une époque qui sont les années un peu fin 60, 69, où c'était le Concorde, le premier homme sur la Lune, enfin voilà, la course un peu au premier chrono automatique dans le paysage horloger du coup. ouais, Et donc, c'est un peu l'image de tout ça, quoi. Je trouve que c'est ouais. vraiment. Mm, Ça représente plein de choses, d'autant plus d'un point de vue personnel, du coup, pour moi. ouais. Et ouais. Ouais, Ouais. bah c'est intéressant. Et évidemment, dans toute cette grande histoire, on peut rajouter toutes les petites histoires ou les histoires parallèles, c'est-à-dire la course au premier chrono automatique, elle est ambiguë. Chacun voit Ouais. midi à sa porte entre le calibre 11 du conglomérat Breitling, ER, C'était Universal Jeunesse Buren. de mémoire Hamilton, et puis il y avait Ouais. aussi Seiko qui a priori Ouais. l'a commercialisé en premier, mais l'a annoncé en deuxième. Enfin bref, tout ça, les amis, c'est quand même passionnant. On va s'éclater là, mes amis, là, on va s'éclater. Parce que vous le savez que Duel Time, c'est comment dire, un programme qui est fait pour permettre à vous, les abonnés, si ce n'est pas le cas, c'est le moment de le faire, mais qui habitez soit à l'étranger, soit en province et qui ne peuvent pas venir à Paris pour enregistrer une petite montre entre amis, bah, c'est de faire connaissance et de discuter. Ça, c'est sur la partie comment être en contact ensemble. Et puis, sur le fond, d'un point de vue éditorial, c'est d'essayer de se poser des questions avec 4 alternatives au modèle que possède Camille. Et là, pour le coup, j'ai un peu hésité, puis finalement, après, je me suis dit, mais non, je vais aller chercher, d'après moi, les 4 blockbusters
alternatif à cette Zenith El Primero qui existe sur le marché. Et moi, je veux en avoir le cœur net. Donc, les amis, ne cédez pas à la pression extérieure. Posez-vous la question avec les 4 modèles à comparer avec la A84 de Camille. Quel est votre chronographe préféré parmi les 5, sachant que toi, Camille, tu n'as pas de chance. Toi, tu es obligé de voter pour l'une des 4, parce que sinon, tu vas voter pour la tienne, tu comprends? Bah ouais, c'est ça. Alors, C'est probable. est-ce que tu es prêt? Allez, ouais, je suis prêt. Je suis Alors, plus que prêt. première alternative, les amis, l'Omega Speedmaster, la Moonwatch en acier en 42 mm, qui a été relancée il y a un petit peu moins d'un an par nos amis d'Omega avec une substantielle augmentation de prix. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, moi, c'est une montre qui me plaît forcément beaucoup. Ouais. C'est une montre qui me plaît beaucoup. Alors, j'en ai pour preuve que j'en ai une aussi. Ah, Enfin, attends, le alors, mec, tu me l'avais attention, pas dit. Oh, tu me l'avais pas dit, ça. pas la professionnelle. Ah, Pas la professionnelle. ah, C'est la First in Space. ah, ok, ok. Voilà. Donc c'est un peu différent, enfin, c'est pas la gamme professionnelle en tout cas. Donc celle-là, j'aime vraiment beaucoup, notamment sur les Alites. Donc je vois que tu as choisi un modèle sur les Alites, donc vraiment le typique d'Omega. Ce qui me plaît beaucoup, c'est son contraste aussi entre tous les index et les aiguilles blanches sur le fond noir. Ouais. Ça me plaît beaucoup. C'est la simplicité, c'est vraiment le manuel, c'est vraiment la tool watch et c'est vraiment comme ça que moi, enfin, c'est vraiment la manière dont j'appréhende un peu l'horlogerie. C'est vraiment finalement quelque chose d'assez simple qui remplit sa fonction, quoi. Hmm. Avec toute l'histoire qui va avec. Donc vraiment, c'est forcément un must-have pour moi. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Pourquoi t'es allé sur la First Omega in Space et pas celle-ci? Eh ben parce que, alors en fait, moi pour chaque maison horlogère, pour chaque Ouais, marque, j'achète qu'une seule montre. ouais. Enfin, c'est une règle un peu que je me suis fixée. Voilà, donc j'aurais pas deux Oméga. Ah, Euh, jusqu'à ce que et tu changes d'avis, hein. exactement. Alors c'est très dur de se tenir à cette rigueur parce que des fois on se dit tiens, je partirais bien sur une vintage de ceci ou celle-ci de cela. Mais non, non, moi ce que je voulais, c'était aussi, alors le modèle emblématique, j'aime beaucoup, mais j'aime bien aussi avoir un modèle qui représente vraiment la philosophie de la marque, de l'esprit, sans être non plus le best-seller. Voilà, un peu comme cette Zénith, je trouve que c'est un peu décalé par rapport au El Primero, 3 couleurs de cadran qu'on a. Et je construis un petit peu ma collection comme ça, vraiment en ayant un modèle qui soit très emblématique, mais un petit pas de côté quand même, D'accord? pour Ouais, pas avoir la même ouais, montre que ouais, mon voisin, ouais. quoi. Il est bon, Camille, hein, mais avec ça, dis donc, c'est pas mal, mais tu vas lui mettre combien de 0 à 10? Eh bien, de 0 à 10, je pense que je lui mettrais un bon 8. Un peu. Allez, un bon 8,5 même. Oui, t'as droit au demi-point quand même, hein, parce que J'ai droit au demi-point? ouais, Bon, bah, mon petit doigt, les amis, me dit que ça va être quand même très très serré. je lui mets un 8,5, c'est un peu malgré elle parce que on la voit aussi un peu partout aussi, quoi. D'accord. C'est un peu ce que je lui reproche. Donc, c'est finalement le défaut de sa qualité, hein, Ok, ça clairement. marche. On enchaîne sur la deuxième alternative, l'immanquable Rolex Daytona en acier, référence 116-500. Et j'ai fait le choix de la présenter avec le cadran noir, juste pour vous exciter les amis et pas le mettre avec le cadran blanc. Qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? Alors là, bah, là aussi, forcément, c'est du très très lourd, hein. Clairement, c'est du lourd aussi. J'aime beaucoup sa lunette céramique. Il y a un détail aussi qui me plaît beaucoup sur cette montre, c'est pour la trotteuse, la flèche au bout de la trotteuse. Je trouve ça vraiment très très graphique. Hein. Et puis c'est Rolex, donc c'est très classique et c'est vraiment très intemporel. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment bien aussi. Hein. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Ouais. Après, effectivement, enfin, je vais pas dire qu'on en voit beaucoup parce que on n'en voit pas tant que ça au quotidien, mais c'est une montre qui est très présente dans le paysage horloger, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien les montres qui sont un peu plus décalées, un peu différentes aussi, quoi.
Donc voilà. Qu'est-ce que tu C'est, penses de ses attributs, on va dire, euh, de, euh, de brillance, hein, avec le polymiroir sur le bracelet, la céramique très brillante. Pour le coup, elle est passée sur la chaîne, ouais, c'est très brillant. ouais, avec le verre aussi, où il n'y a pas de traitement anti-reflet. Non. Donc c'est vrai que c'est très brillant, c'est très bijou finalement. Mhm. Je pense que quand on achète cette montre, on sait pourquoi on l'achète. Je la mettrai pas non plus au rang de Tool Watch comme une Speed. Je la mettrai pas à ce niveau-là. Après c'est une montre qui est très 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 raffinée, je trouve, Mhm. très élégante, Ouais, clairement. Voilà, mais c'est vrai elle est très brillante, comme peuvent l'être bien des ouais, montres, bien ouais, des chronos, ouais, ouais, mais ouais. Et ouais. on la voit pas, et finalement, malgré le fait qu'elle soit brillante, je l'ai très rarement vue sur un bracelet type cuir, type ceci, enfin, comme on peut voir D'accord. sur des Speedmaster. Oui, Enfin, je suis surpris de voir qu'on la voit autant sur des bracelets acier. alors, Et ça lui va bien, hein, peut-être, mais moi, j'aurais envie de lui dire les choses différemment. Je suis surpris de voir que alors, c'est aussi parce qu'il y en a plus. Mais l'été, en tout cas, on voit souvent des submariners portés sur un atto, comme si le propriétaire allait faire de la plongée, les amis. ouais. Mais pourquoi pas sur une Daytona, mais c'est vrai qu'il y en a moins. Après, Mm. est-ce que c'est la référence du marché? Bonne question. C'est une petite montre, hein, mine de rien. Elle est en 40 par rapport à une Ouais, Speed qui est en 42. c'est ça. Et comme la lunette est assez large, donc le cadran est beaucoup plus petit que sur une Speedmaster Moonwatch, hein, Ouais. donc la précédente que nous venons de voir. Donc ça en fait une montre plus petite. Alors, Camille, combien tu lui mets de 0 à 10 à cette Daytona? Et ben, de 0 à 10, je lui mettrais un bon 8,5. Un bon 8,5. J'avais dit que Ouais, c'était serré, les amis. Là, il a hésité, en fait. ouais, Est-ce ouais, qu'il veut ouais. être affiché comme un Omega fan malhonnête parce qu'il en a une? Ou alors, il veut pas trop donner son point de vue. Les amis, on va Non, alors, avoir un sondage exceptionnel. elle me plaît beaucoup, mais je veux pas me laisser non plus influencer par l'histoire de sa rareté, de sa cote, etc. Enfin, je me pose vraiment la question sur la montre en elle-même et pas forcément ce qu'elle représente. Voilà. Enfin, pour moi, c'est important. Donc, c'est une très très belle montre, Ça marche. comme la Speed, une très très belle montre. Ça marche. On enchaîne sur la troisième alternative, l'immanquable, la très reconnaissable Tag Heuer Monaco calibre 11, donc avec la couronne à gauche. Ouais. Eh ben, ça aussi, j'aime bien, ma foi. Ça aussi, j'aime bien. Parce que ça évoque plein de choses aussi. C'est une époque qui est très sympa. Et puis, ça évoque enfin, forcément Steve McQueen, Le Mans, et puis un design qui est quand même très typé. Alors après, on aime ou on n'aime pas parce qu'elle est quand même assez épaisse. C'est un chrono carré avec des couleurs. Il y a du bleu, du rouge, du blanc, donc c'est quand même assez présent. Mais moi, c'est une montre qui me parle beaucoup, qui me Ouais, parle beaucoup, beaucoup. ouais. Alors bon, on peut dire des choses sur voilà son mouvement, que c'est pas le calibre 11, etc. Enfin, c'est pas l'original. Moi, je suis pas forcément. Alors, j'aime bien forcément les calibres de manufacture quand ils sont bien faits. Après, je suis pas forcément sur manufacture, pas manufacture, etc. Enfin voilà. À partir du moment où on a un chrono qui fait ce qu'on lui demande et qui Mmh, marche bien et qui évoque des belles choses, mmh, moi ça me va bien. Donc pour moi, ça c'est vraiment une montre super chouette mmh, aussi, mmh. que j'aime beaucoup. Ouais. Mmh. Ceci dit, j'aurais bien vu une réédition, pourquoi pas un peu plus, enfin encore plus fidèle, comme l'ont fait Omega avec sa Speed en rééditant le 321 ou Zenith avec cette 384. Je me dis, bah, pourquoi pas Heuer ou le groupe LVMH, pourquoi pas faire la rétro-ingénierie sur ce modèle-là et ressortir un calibre avec un micro-rotor, etc., quoi. Ce serait vraiment sympa comme Ouais, alternative. ouais. Moi, je pense qu'ils se sont posé la question. Mais à part ça, j'en ai pas la moindre idée. Je pense que d'un point de vue industriel, les choses sont loin d'être aussi simples. Et puis, Non, c'est clair.
si on considère quand même que l'ingénierie était partagée par plusieurs acteurs à l'époque, c'est pas forcément clé en main qu'on peut refaire ça. Il ne faut pas oublier, Bien sûr. les amis, que autant un chronographe aujourd'hui ne sert à rien, c'était quand même un truc essentiel pour utiliser les échelles tachymétriques, pulsométriques, asmométriques, enfin bref. Le chrono, c'est l'outil pour les docteurs pour prendre la tension, enfin, etc. Donc le chronographe, c'est une complication qui est compliquée à faire, qui est Ouais. compliquée à restaurer et à réviser. C'est vraiment pas simple. Cette montre-là, lorsque tu as acheté ta Zenith El Primero, tu l'avais dans le viseur? Ouais, clairement. Et pour la speed aussi. Tu l'as essayé, cette tag? Ouais, je l'ai essayé. Alors, à l'époque, ça fait quelques années maintenant, hein. À l'époque, j'avais essayé celle-ci et le calibre 12. Et c'est vrai que bah, celle-ci, je la trouve quand même plus authentique avec sa couronne. Enfin, voilà, elle a Ben, plus l'aspect un peu décalé que j'aime bien. ouais, Le petit pas de côté, ça me plaît beaucoup. ouais. Ouais. Il y avait une Je l'aimais, superbe, ouais, hmm. je l'aimais bien. Ouais. Il y avait une superbe innovation à l'époque aussi, hein, c'est que ce boîtier qui était fabriqué par Hugues Frère de mémoire, je peux me tromper, mais je crois pas, hein, je crois que c'est Hugues Frère, qui pour le coup faisait les boîtiers des Speed également. C'était la première fois qu'il y avait un boîtier étanche, carré, tu vois. Oui, exact. Ouais, Et c'est vrai qu'elle est en 39 par 39, mais vous voyez bien que 39 par 39 pour une montre carrée, ça vous fait une diagonale. Je laisse les spécialistes de Pythagore nous faire 39 au carré plus 39 au carré en racine carrée de l'ensemble. Je ne sais pas quelle diagonale ça fait, mais en tout cas, c'est une grosse montre. Les amis, on a une chance extraordinaire. Tous ces modèles sont passés dans Petite Montre entre amis. Donc je vous invite bien évidemment, je vous mettrai là-haut, en haut à droite de votre lecteur YouTube, les liens pour aller les chercher. Combien tu lui mets de 0 à 10, Camille? eh bien, cette montre-là, je lui mets un bon 8, en sachant alors, je suis un peu dur, mais je l'excuse. C'est pas que je l'excuse, mais je me dis, ce serait peut-être la prochaine pour moi, Ah! dans les trois que tu m'as présentés. Donc, tu vois, je lui mets un 8, mais je me dis, s'il y avait une prochaine, Ouais, ça pourrait être celle-là, clairement. ouais, C'est ok, un des. Ouais. ok, ok, ok. Vous l'avez remarqué, les amis, on est sur un modèle quand même avec le look vintage de l'époque, hein, c'est-à-dire les index horizontaux hein, pour avoir un cadran, un sous-cadran rond qui est le plus grand possible. Et puis pour ceux qui ont l'œil, vous voyez qu'elle est taguée Monaco ER et non pas Tag ER Exactement. Monaco, puisque effectivement Tag n'est rentré au capital de ER qu'en 1985. Quatrième alternative, on ne peut pas parler de chrono sans aller sur la Breitling Navitimer. Alors là, attention, on est en 46 mm. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. En fait, c'est une montre. C'est curieux parce que c'est une montre qui me parle un peu moins aujourd'hui. Oui, Mais c'est une des premières montres que j'ai remarqué quand je m'intéressais pas à l'horlogerie. En fait, je me ouais, suis dit cette montre-là, elle a quelque chose. ouais. Ouais, voilà. Et à l'époque, je trouvais ça complètement déconnant de mettre tous ces prix-là dans les montres parce que je comprenais pas. Et petit à petit, eh ben, la culture vient et puis on comprend des choses et puis ça nous apporte des joies qu'on soupçonne pas. Hmm. Donc voilà, ça fait son chemin et c'est une montre que j'affectionne parce que elle m'a un peu fait grandir sur pas mal d'aspects, sur ma vision de l'horlogerie, etc. Ouais, Donc c'est une montre qui me parle beaucoup. Moins aujourd'hui parce que je me suis intéressé à d'autres modèles, j'ai évolué sur mes choix, sur ce que je vois. Le fait que déjà elle a un gros diamètre, 46, alors c'est très tool watch, hein, mais à porter au quotidien, j'aurais peut-être un petit peu plus de mal. Et c'est une montre qui est un petit peu chargée, même si clairement c'est très très beau et c'est une fonctionnalité qui est importante hmm, pour les pilotes de ligne. Elle a une ouais, très belle histoire ouais, et j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup ce que propose Breitling sur ces aspects-là, quoi. ouais. Alors les amis, vous avez vu, j'ai fait le choix de présenter les modèles iconiques des quatre marques dont on vient de parler. Donc des Navitimer, je suis pas un grand aficionados de la Navitimer et de Breitling, mais ça à la limite peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les marques et toutes les montres. Donc forcément, je regarde tout ce que fait, tout ce que font ou tout ce qu'ont fait chacune de ces marques. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des Navitimer plus petites.
Mais la Navitimer, elle est en 46, comme la Speed Moonwatch est en 42 et la Daytona est en 40. Alors pour Rolex, c'est un peu différent. Quand même, il traite la vache depuis très longtemps sur des choses très très similaires. Ouais. Même si la version céramique est quand même très très nouvelle par rapport à la précédente. Combien tu lui mets à celle-là, à cette Breitling? Et ben un 7 Breitling, je lui mettrais un 7. Allez, un 7, ouais, je lui mettrais un 7, en fait. Tu lui mettrais un 7 Ouais. sur 10? Ouais, Ok. je lui mettrais un 7. Elle me parle bien. Je la trouve très sympa, mais c'est vrai qu'en comparaison avec les 3 précédents modèles, j'irais plus sur un des 3, quoi. Ok. Les amis, À ça titre va être personnel. l'heure de voter pour votre modèle préféré à vous parmi les 5. Donc vous avez compris que le premier modèle pour lequel vous pouvez voter, c'est la Zenith El Primero A384 Revival présentée par Camille, ma foi, une bien belle montre, qui est en fait, à peu de choses près, vraiment la réédition du modèle de l'époque, et ça, c'est très intéressant. Première alternative, là, tu lui as mis un 8,5 Camille. La Speed Moonwatch en 42, c'est la version Exalite. Visuellement, hein, la version Saphir se distingue peu, si ce n'est la partie polymiroir des tout petits inserts sur le bracelet et le fait d'avoir un logo Omega en applique, mais ça se voit pas beaucoup. Tu lui as mis un 8,5. La Rolex Daytona 116-500, hein, on avait Fred qui l'a présenté lors de la saison 2 de Petite Montre entre amis. Là, tu lui as mis un 8,5. Celle que Fred avait présentée, c'était la plus désirée des 116-500, à savoir le cadran blanc et les sous-cadrans noirs, on va dire, entre guillemets. La Speed, c'était Cevac. Hein. Merci Cevac d'être venu sur la chaîne qu'il avait présentée. Donc les deux premiers, tu as mis 8,5. Ouais. Après, nous sommes arrivés sur la Tag Heuer Monaco, mon cher Camille, où là, tu as mis un 8. Ouais. Et après, la Breitling Navitimer, pareil, présentée dans Petite Montre entre amis comme la Tag Heuer Monaco, tu as mis un 7. Alors là, les amis, on est face à un truc exceptionnel. Roulement de tambour, c'est qu'il va falloir que tu te décides. Il va falloir que tu nous dises, Camille, si tu votes pour la Speed ou la Detto. La Detto ou la Speed. J'avais pas anticipé ça. Comment? J'avais pas anticipé ça, pour être honnête. Eh bah oui, mais c'est toi qui as mis des 8,5. Hein. Bah oui, c'est pas moi. Hein. Ouais, non, mais alors, tu votes pour laquelle? Il faut que je sorte la coupe, là. Eh bah ouais, je vais dire la Speed. Tu votes pour la Speed et la Speed Master très courte tête. Moonwatch d'une très courte tête, ouais. Très courte. Qu'est-ce qui te fait aller sur celle-ci plutôt que la Detto? Eh alors, outre l'aspect design, il y a énormément de choses qui me plaisent, mais il y a deux choses qui me parlent plus. C'est que pour moi, c'est vraiment une montre-outil à porter au quotidien. Ouais. La Rolex, c'est un peu plus bijou. Et moi, je pense que les montres, c'est fait pour être portées, pas seulement dans les grandes occasions. Et j'aurais du mal à porter cette Rolex au quotidien. Ouais. Et forcément, cette histoire absolument fantastique associée à la conquête spatiale, à la conquête lunaire. Voilà, elle a énormément de choses. Elle a apporté énormément de choses avec la NASA et tout ce qui s'ensuit, le Snoopy, etc. Enfin, moi, ça, c'est des choses qui me font vraiment rêver. Donc voilà, c'est pour ces deux raisons-là que je dirais que je partirais sur la Speed. Et ben voilà, les amis, tonnerre d'applaudissements pour cette belle victoire d'après Camille, hein, une Speedmaster étant la plus beau, le meilleur chrono d'après lui, évidemment en dehors de sa Zenith A384 qui nous a présenté. Bien évidemment, maintenant, on va se quitter. Camille, les amis, c'est à vous d'aller en commentaire de cette vidéo et puis dans l'onglet communauté pour venir nous expliquer ce que vous en pensez. Et pour quel chronographe sport, entre guillemets, vous votez parmi les 5 présentés? Camille, merci beaucoup.
C'est moi, à plus tard, au plaisir. On s'est éclaté les amis, vous avez vu, on a des photos, il nous a mis des vidéos de malades. Si vous voulez participer à l'un des programmes de la chaîne, www.dailyshoes.fr, c'est super simple, c'est super basique, c'est même extrêmement jovial, on s'éclate, on rigole.